et si on en parlait aujourd'hui avec notre sujet rock, nous parlons de la famille recomposée. Absolument, nous parlons aujourd'hui de la famille recomposée. Est-ce que c'est facile à gérer? Quelles sont les réalités auxquelles les familles recomposées font souvent face? Quel est le regard social sur les familles recomposées? Faut-il En tout cas, il y a tellement de questions à poser. Eh bien, nos invités sont déjà sur ce plateau pour nous aider à faire le débat. Effectivement, nos invités sont déjà sur ce plateau pour nous aider à faire le débat et répondre au nom de Nikez Lalaye, conseiller matrimonial. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Nous remercions Dieu, ça va. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et avec vous, nous avons M. Jacques Aguiadaro, sociologue. Bonjour. Bonjour. Localement habillé, bonjour. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Super bien, je pense bien. Merci également à vous d'être avec nous. C'est un plaisir. Et au téléphone? Je sais qu'il y a longtemps, je sais que bon, c'est mieux qu'on en parle après. En tout cas, il y a quelque chose entre les deux qu'on va découvrir peut-être dans les coulisses plus tard. Et au téléphone, Rock recevra Maître Mesmin Dagbemangou Didonou. Il est avocat au barreau béninois. Oui, exactement, avec Maître Mesmin Dagbemangou Didonou, eh bien, il nous dira quels sont les droits, justement, des enfants que l'on fait venir dans la famille recomposée, comment gérer tout ça. Il nous apportera plus de précision. Mais avant de commencer, je voudrais rester avec le sociologue pour lui demander comment peut-on définir aujourd'hui une famille recomposée. Bon, voilà. En fait, une famille, c'est une famille, hein, c'est une structure familiale, c'est un couple. Oui. Bon, marié ou pas, mais dans tous les cas, c'est un couple. Oui. Recomposé parce que ça vient suite à une désunion, suite à un divorce, suite à une forme de... Soit c'est un cas de veuvage. Donc, dans tous les cas, quelqu'un dans le couple avait une autre histoire d'amour, de couple, et avant de se retrouver avec un autre partenaire. Et aussi un autre paramètre très important, ce sont les enfants. Vous retrouvez un enfant qui vit avec des demi-frères ou des demi-sœurs, ou entre griffes, l'expression est un peu controversante, c'est vrai. Donc vous retrouvez un enfant qui vit avec un parent autre que le géniteur. Donc du coup, c'est une structure familiale qui s'est reconstruite et ça peut être le cas des deux, ça peut être le père et la mère qui ont quitté une union précédente pour se refaire une autre union et soit quelqu'un est venu avec un enfant ou pas l'autre. Donc du coup, c'est une famille qu'on a devant soi, mais c'est une famille d'une deuxième expérience. Ok, mais lorsqu'il y a un membre de ce couple qui ne vient pas avec, ou bien qui n'avait pas d'enfant, et qui vient seul dans le couple, est-ce qu'on peut dans ce cas-là parler aussi de famille recomposée? Dès lors qu'il y a au moins une personne qui est venue avec un enfant ou qui vient d'une autre union, je pense que le principe déjà d'une famille recomposée est établi. Maintenant, ça dépend un peu peut-être des législations, ça dépend aussi, les définitions sont purement contextuelles, on ne voit pas forcément la chose de la même manière. Par exemple, il y a d'autres qui vont s'attarder sur la présence physique. Alors, vous savez qu'il y a des familles qui... pour une raison ou pour une autre, décide de ne plus revenir vivre avec un autre homme tout en ayant un partenaire. Donc, est-ce qu'on est dans une situation de famille recomposée ou d'une alliance, tout et tout? Donc, ça peut varier, mais tout au moins, on reconnaît un élément majeur, c'est qu'il y a une histoire antécédente, précédente, et il y a un héritage entre griffes, il y a un enfant qui est sorti de ça, et qui vit désormais avec un des parents qui n'est forcément pas le géniteur. Très bien. Alors, Monsieur Lalaye Nikez, vous êtes conseiller matrimonial et quand l'on vient d'une histoire de veuvage, d'un couple divorcé, même d'une vie de célibataire, et qu'on reconstitue sa famille, est-il toujours facile de vivre dans cette famille recomposée?
Merci, madame. Et d'ores et déjà, je peux vous dire non, ce n'est pas facile. Tout simplement parce qu'il y a eu une union qui, quelque part, n'a pas marché, ou bien qu'il y a eu un décès de l'un des partenaires, de l'un des conjoints. Donc, vous voyez, et le temps leur a permis de se connaître, de connaître les réflexes de l'autre. Et puis, quand finalement on n'est plus ensemble, il faut reprendre l'apprentissage. Et chacun a ses défauts et ses qualités. Et surtout, quand on commence par retrouver ce nouveau partenaire certains défauts que l'autre n'avait pas, vous voyez, donc c'est des comparaisons qu'on cherche à faire tout de suite, et ce qui ne facilite pas les choses. Donc, ce n'est surtout quand il y a la présence des enfants. Surtout quand il y a la donc ça, c'est tout autre chose. Et puis même les enfants aussi, même s'ils sont en faute et que celui qui les corrige n'est pas leur père ou leur mère, alors tout de suite on prend ça comme si c'était une maltraitance. Ouais, donc c'est vraiment difficile, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais quelles sont les réalités auxquelles on est souvent confronté quand on vit dans ce type de ménage, dans ce type de famille? Bon, d'abord, ce que je veux dire, ce n'est pas expérience, parce que quelqu'un qui l'a vécu ne peut pas avoir la même attitude ou bien les mêmes raisonnements que quelqu'un qui ne l'a pas vécu. Qui l'a pas vécu. Donc, je ne l'ai pas vécu. Mais cependant, compte tenu de ce que nous voyons, c'est souvent complexe. En ce sens que, vous allez voir que du jour au lendemain, de nouvelles approches, d'accord, que l'un ou l'autre veut amener dans le foyer, d'accord, sans des discussions préalables, ne sont que source de conflits, entre guillemets, parce que les conflits peuvent être larvés, d'accord. Ensuite, c'est que les parents, souvent à l'arrière-plan, avec des amis, d'accord, ne facilitent toujours pas la vie à ce nouveau couple. Je dis nouveau couple parce qu'il y a une recomposition. D'accord. Parfois, c'est les enfants que derrière, des gens sont en train de tirer de la ficelle. Ouais, donc, les amis également sont là, et plus eux-mêmes leurs propres caprices. Et peut-être les conjoints passés aussi. Les comportements de l'un qu'on n'approuve pas ou bien qu'on ne lui dit pas tout de suite, on commence à encaisser. Ouais, donc beaucoup de choses s'enchaînent qui font que... Mais avant tout ça, lorsque vous décidez de refaire votre vie après une vie de couple qui n'a pas marché, est-ce que tout de suite vous en parlez à quelqu'un, on vous encourage ou bien on vous décourage d'aller dans cette option? Non, normalement, ce n'est pas comme ça. Quand il y a eu des difficultés dans un ménage et que nous voulons refaire une autre aventure, le bon sens veut quand même qu'on fasse déjà un état des lieux et se reprocher certaines choses, parce que si ça n'a pas marché, ce n'est pas seulement l'autre. Donc, en soi, déjà, on trouve ses propres erreurs, ses failles, et qu'on soit prêt à ne plus les reprendre avec une autre personne. Au fait, c'est le bon sens. D'accord. Ensuite, il y a des conseillers auprès de qui on peut se rapprocher. Et si l'on est chrétien ou musulman, il y a quand même des responsables religieux également qui vont vous aider, qui vont vous guider. Parce que, je vous dis, à plusieurs reprises, j'ai eu des gens qui veulent se marier, et quand on les prend, on commence par leur poser certaines questions, bien qu'ils soient des intellectuels, des gens qui gagnent beaucoup de ces diplômes. Mais vous voyez que dans ce domaine, ils ne connaissent pas grand-chose. Au fait, regardez ceci. Nous commettons souvent une erreur, on la répète souvent. L'erreur, c'est quoi? Et avant que vous ne soyez là, comme éminent journaliste sur ce plateau, vous aviez suivi des formations, des stages. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous aviez appris le métier. Pour conduire un vélo, vous l'apprenez. Pour conduire une voiture, n'importe quoi, vous l'apprenez. Si mon père est riche, ce n'est pas parce qu'il a d'avion, c'est pas parce qu'il a d'avion et que c'est pour mon père que je vais vous demander de venir, on va rentrer dans l'avion pour aller atterrir où? Donc c'est ce qui fait que certains rentrent dans l'avion de ces mariages, de ces unions, sans l'avoir appris, et il y a des problèmes. On ne peut pas être enseignant à l'université sans avoir soi-même pris par là. Donc le vrai problème, c'est que les gens ne savent même pas ce que c'est que le mariage. Ce n'est pas trouver une femme, je suis adulte, et puis on commence. Dès qu'on a cette conception-là, et les mêmes causes produisant les mêmes erreurs, donc il y aura encore un autre problème. Donc c'est de s'asseoir, de faire
un état des lieux, se reprocher ce qui est à reprocher, et puis savoir aussi qu'il faut être tolérant. D'accord, très bien. Alors, monsieur Nikeze Lalaye, ce n'est toujours pas facile. Ici, c'est Jacques. Ah, monsieur Jacques. Monsieur Jacques Aguiadaro, mes excuses. C'est toujours pas facile de vivre dans une famille recomposée. Il y a de ces situations qui interviennent, de ces problèmes, difficultés que vous avez tendance à ne pas pouvoir résoudre. Mais comment s'y prendre quand ça vous arrive alors? Je pense que ça dépendra un peu du contexte dans lequel on s'est retrouvé dans une famille recomposée. Et vous savez, il faut gérer un peu l'histoire de l'autre. Donc chacun gère l'histoire de l'autre, chacun a l'épreuve du passé de l'autre. Donc tu gères ton épouse et tu gères son passé. Tu gères tes beaux enfants et tu gères aussi leur passé. Et vous savez, ce que tout le monde veut dans un foyer, c'est la maîtrise des frontières du foyer. Lorsque vous avez un enfant qui a son père en dehors du foyer, le père veut assumer son rôle de père vis-à-vis de l'enfant. Et vous aussi, vous voulez assumer votre rôle de père vis-à-vis de l'enfant. Donc, il y a une sorte de double référence, n'est-ce pas, pour cet enfant-là. Vous avez l'impression que votre rôle est côtoyé, votre rôle est partagé avec le rôle d'une autre personne, ou bien vous avez... avez... si on donnait deux éducations à Maintenant, si par malchance, n'est-ce pas, il y a une sorte de si dans l'héritage c'est conflictuel, ça veut dire que on peut construire une certaine reine dans la vie de cet enfant-là, on peut construire une certaine gêne dans la vie de cet enfant-là, qui peut-être regarde le père avec qui il est, le beau-père, là, avec les conceptions, les perceptions, la position de son père, et de son père géniteur. Donc, du coup, le conflit est permanent tout le temps dans la vie du foyer. Donc, vous avez l'impression que, est-ce que c'est vous qui imprimez, n'est-ce pas, les trajectoires du modèle éducatif à cet enfant-là, ou bien il prend le vote qu'il confronte avec celui de son père géniteur. Ça, c'est un élément. Donc, c'est vraiment compliqué. Mais de la même manière, le contraire peut se produire. Et si l'enfant se sent plus à l'aise avec son nouveau père, eh bien, il aura tendance justement à vouloir oublier Généralement, dans ces cas, vous allez constater que le nouveau père travaille à gagner la confiance et l'amour de cet enfant. Donc, il fait un peu de... Il fait un exercice. Un travail psychologique. C'est comme si, bon voilà, au-delà d'avoir un enfant, il a une ambition de gagner la confiance de cet enfant-là. Et plus il est dans cette épreuve-là, plus il est dans l'artificiel, plus il n'est pas dans le classique, plus il n'est pas dans le normal, c'est une épreuve, tout et tout. Et en ce moment-là, il faut qu'il gère ça avec les demi-frères, les demi-sœurs, pour qu'eux aussi, quand même, n'entretiennent pas cela comme une certaine... gestion différenciée des enfants. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'ils travaillent, que les autres se rendent compte qu'on n'est pas en train d'avoir une gestion à double vitesse à l'intérieur du foyer. Donc, de façon permanente, ils gèrent la psychologie de cette expérience-là. Ils gèrent ça. Et comme l'a dit un peu le conseiller, il faut être formé pour ça. C'est ça. Il faut être formé pour ça. L'autre chose qui peut aussi arriver, c'est le regard un peu... de comment on s'est retrouvé là. Si jamais, en griffe, on a l'impression que tu es acteur, tu as fait partie du jeu de la désunion, du divorce, et pour te retrouver dans cette nouvelle expérience-là, c'est qu'il faut que tu travailles encore une fois, souvent dans la belle famille, certains sont d'accord, d'autres ne sont pas d'accord, d'autres voient que tu as profité d'une situation, d'autres voient que tu as exploité une situation, ou bien même que tu as entretenu une situation aujourd'hui. Ouais. Donc du coup, tu gères un peu du superflu, donc c'est parfois compliqué et vous voyez qu'on n'est jamais totalement à l'aise peut-être parce qu'au bout du fil, il faut se dire maintenant quand l'enfant va grandir, quand il va prendre ses responsabilités, est-ce qu'il y aura une démarcation, est-ce qu'il y aura une relecture de la situation? Parce que parfois un enfant peut être amené, après avoir vécu 10 ans, 15 ans dans une famille recomposée, de se reconstruire sa propre histoire, de se reconstruire son propre passé et de situer les responsabilités, de faire des procès. Bien sûr. Et donc, du coup, bon, voilà, c'est des familles dans lesquelles il y a beaucoup de silence, beaucoup de réserve, Et vous allez voir que parfois, on sent qu'on essaie de créer des frontières autour de l'enfant par rapport à son géniteur. Passé, tout. Et n'oubliez pas qu'on est en Afrique, un enfant, c'est un neveu, c'est un cousin, tout. Donc il a
une cellule, il y a un réseau familial autour du géniteur qui n'est plus là, et il y a un nouveau réseau familial. Donc après 10 ans, 15 ans, 20 ans, il a envie d'avoir en tout cas, un environnement familial. Donc il est éclaté, et après lui-même il aura les enfants. Donc ce n'est jamais facile, c'est un exercice, mais ça dépend de comment on se retrouve là. Si c'est un cas de veuvage, ce n'est pas la même chose. Si c'est un cas de divorce, pour le coup, alors, M. Lalé, j'irai un peu plus loin que ce que dit M. Jacques Aguiar. Il arrive que les deux conjoints viennent avec des enfants. Et là, il y a encore un autre problème à gérer entre les enfants eux-mêmes. Il y a un climat de méfiance qui s'installe entre les enfants, que les parents doivent gérer, mais que les enfants aussi doivent gérer. Et là, c'est un peu compliqué et délicat. C'est vraiment compliqué parce que chacun des conjoints a une histoire. Chacun d'eux vivait dans un environnement donné. Chacun d'eux avait reçu une éducation donnée. Et pareil pour les enfants. Ils ont déjà eu, d'où ils viennent, des amitiés, d'accord? Donc, tout n'est pas mauvais. Mais la plupart du temps, c'est que les carcans de ce passé-là viennent dans le nouveau foyer et ça devient vraiment une cacophonie et que les parents ont l'obligation de gérer. Donc, mais lorsque les enfants ne s'entendent pas, ne se supportent pas, est-ce que ce couple n'est pas voué à l'échec? Comment gérer dans ces conditions? Est-ce qu'il faut que, on envoie les enfants, chacun envoie les enfants chez une tante, chez un oncle pour vivre heureux? Ou bien, comment gérer ces situations? Ça, c'est une possibilité. Il y a des possibilités, où surtout quand des enfants ont un certain âge un peu plus avancé et qu'ils n'arrivent pas à s'entendre et qu'il y a des parents de part et d'autre qui peuvent assumer ces responsabilités, c'est une possibilité. Mais si des enfants sont mineurs et que vous avez la responsabilité et la charge de pouvoir les éduquer, de pouvoir les guider, de pouvoir les orienter sur la terre, vous devez faire face à cette responsabilité. Et dans ces conditions, ça commence par une parfaite communication, une entente entre les deux parents. Donc c'est quand c'est le genre d'entente, d'accord qu'il y a entre eux qui va leur permettre de pouvoir guider ces enfants. Sinon, ce n'est jamais facile dans de pareilles circonstances. Monsieur Darro, les parents s'entendent très bien, mais par contre, les enfants, eux, de leur côté, ils ne s'entendent du tout pas. Vous savez, les enfants ne font que récupérer. Et si vous entendez par hypocrisie sociale, sachez que les enfants vont négocier autrement votre entente, puisque c'est une forme c'est un peu un spectacle, hein, vous êtes venu voir un film, tout et tout. Donc, n'oubliez pas que l'enfant, il n'est que le reflet un peu de ce qu'il constate, ce qu'il vit et l'interprétation qu'il fait de ce qu'il voit et de ce qu'il vit. Et n'oubliez pas que les enfants, généralement, même si c'est même père, même mère, ce n'est pas évident qu'ils voient le traitement social de la même manière. Oui. Donc, imaginez-vous s'ils mettent dans cette forme d'union, de lien, de structure familiale, une certaine influence de l'histoire de l'autre. Vous savez, parfois, un même enfant doit bénéficier du soutien financier du papa qui est là, ou de la maman qui est là, et aussi du soutien financier du papa et de la maman qui n'est pas là. On vient en période de fête, période de Noël, un cadeau viendra de l'extérieur, un cadeau viendra de l'intérieur. On vient en vacances, on est en congé. Ceux qui n'ont qu'un seul cadeau. On est en congé, il doit aller en congé de l'autre côté, il doit revenir. Parce qu'il ne faut pas couper l'enfant de son passé. Parfois, par défaut de compétences, et je reviens vraiment sur la notion de compétence familiale, de compétence de gestion de ces genres de situations, on essaie de créer des matraquages, tout et tout, donc on essaie de fermer un peu les relations, les liens entre l'enfant et son géniteur et ses cousins, neveux, nièces de l'autre côté, ce qui est une fuite en enfant, ce qui est une erreur grave parce que on l'emmène à voir autrement, n'est-ce pas, cette nouvelle famille-là. Donc, je crois que c'est difficile pour les enfants de négocier parce que c'est déjà difficile pour les parents même de négocier cette situation-là. C'est pourquoi on parle évidemment de la notion de communication, mais aussi ça dépend de comment est-ce que on est rentré dans cette nouvelle union. C'est pas bien de surprendre l'enfant par une nouvelle union, surtout s'il a déjà la capacité de discuter, de comprendre.
Donc, il faut fait aussi le partie préparer. intégrante du processus. Tout à fait. Donc, il est aussi un parent. Donc, ce n'est pas une femme qui se remarie, ce n'est pas un homme qui se remarie, c'est vous et l'enfant qui rentrez dans cette nouvelle histoire. Donc, C'est ça. il faut discuter avec lui, il faut l'emmener à accepter, à comprendre la situation, il ne faut pas le forcer à ça. Et maintenant, vous qui accueillez une nouvelle famille, il faut savoir que vos enfants aussi, vos frères, vos soeurs aussi doivent rentrer dans l'économie de ce processus-là. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? Deux personnes décident de se marier après une histoire précédente Qui n'a et pas mettent marché. maintenant les enfants, les cousins, les neveux dans le jeu. Quand je me remarie, il faut que les miens, mes frères, mes soeurs, tout et tout, entrent dans l'économie de cette nouvelle relation-là pour que mes enfants n'aient pas l'impression que les miens, entre griffes, vivent dans un tissu social, dans une relation sociale, dans une solidarité familiale beaucoup plus poussée que les enfants avec lesquels est venu Dans le ménage. le conjoint ou la conjointe. Donc, quand ça semble être déstructuré un petit peu, c'est un choc psychologique, c'est un choc de passer. Ouais. Surtout si derrière ça, il y a un événement malheureux. Malheureux. Très bien. Merci. Nous allons voir ce que pensent les téléspectateurs, les citoyens que Julie Singbo et Yasmine Damata ont interrogé dans la ville de Cotonou. Que pensent-ils des familles recomposées? Est-ce qu'il est toujours facile de gérer? Écoutons-les. Parlant des familles recomposées, c'est pas du tout facile. Déjà, les familles se recomposent parce que peut-être la femme a besoin d'un moyen ou veut l'aide d'un homme pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant, bien sûr. Et peut-être c'est la raison pour laquelle certaines sont forcées de se mettre avec d'autres hommes qui ont déjà leur enfant et par là, ils forment une famille recomposée. Maintenant, étant dans la famille, est-ce que c'est facile pour les enfants? Je dirais aussi que ce n'est pas facile. Bon, je prendrai l'exemple sur moi parce que je viens aussi d'une famille recomposée. Ça, c'est vraiment pas facile parce que si on doit parler peut-être de jalousie entre les enfants, les décisions par rapport à chacun des parents, parce que chacun des parents va décider ce qui est le mieux pour son enfant, je dirais que c'est pas facile. Bon, la plupart essaient d'accepter juste comme ça. Tout d'abord, dans une famille recomposée, la difficulté principale se trouve au niveau des enfants. C'est eux qui paieront les pots cassés parce que c'est une situation nouvelle qui se présente aux enfants. Donc ils seront obligés de choisir entre peut-être leur père ou leur mère et de vivre avec. Ça peut être une situation très difficile, très pénible à vivre. Dans les familles recomposées, le problème se pose surtout parce que les parents peuvent mieux se comprendre. Mais les enfants, il serait très très difficile pour eux de se comprendre. Donc les difficultés se trouvent surtout entre les enfants. Je dirais que ce n'est pas souvent facile d'avoir une famille recomposée, que ce soit du côté des enfants ou du côté des parents. Cependant, forcément, dans une famille, il faut parfois faire des compromis dans la vie. Du coup, je pense que si les parents savent s'y prendre, ils pourront s'en sortir avec les enfants. C'est bien facile quand les enfants sont de bas âge, parce qu'on leur donne une base. Déjà, on s'est entendu pour vivre ensemble, c'est qu'on va les rééduquer. Pas les rééduquer dans le sens de leur donner de leur donner une autre éducation autre que celle de la base, mais renforcer pour que l'éducation elle vienne d'un père et d'une mère, même si ce n'est pas le père biologique ou la mère biologique. La plupart du temps, c'est la femme qui rejoint l'homme, la famille de l'homme. Dans ces cas-là, les enfants que la femme a préalablement eus avec un autre homme est obligée de se soumettre aux décisions de la famille de l'homme ou bien de l'homme. Donc, dans ces cas-là, c'est pas facile. Une mère, par exemple, qui a déjà des enfants et du côté de son mari aussi, son mari avait déjà des enfants. Donc, ce sera un peu compliqué pour la mère de se faire accepter, au fait, par les enfants.
Donc, je trouve que avec le temps, tout peut se faire et avec la manière aussi. Si les enfants grandissent, ils développent entre eux un autre lien d'affection, amitié ou même ils tombent amoureux. Et ça, c'est pas surtout la maman ou le papa qui tombe, qui a des problèmes là, mais c'est surtout les enfants qu'on est en train de recomposer et non la famille tout entière. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Si les enfants peuvent développer des sentiments entre eux, ils se disent qu'ils ne sont pas de la même famille, bien sûr. Donc, ça peut arriver qu'ils développent des sentiments. Dans ces cas-là, il faudrait en parler avec les parents et trouver une solution à ça. Je crois quand même que le père et la mère qui s'entendent, ils éduqueront leurs enfants, ces enfants-là, comme des enfants qu'ils auront plus tard ensemble. Donc, c'est pas vraiment un problème quand on s'entend pour vraiment vivre ensemble. Quand on s'aime, l'éducation, ça vient. Et déjà, il faut que le père et la mère reçoivent une bonne éducation pour que ça puisse passer. Je préconise la patience à ces familles-là pour que tout aille bien. Ce que moi, je conseillerais, c'est que ensemble, la famille, qu'ils restent ensemble pour discuter de quel que soit le problème. Ils doivent rester ensemble et soudés. Et oui, assez de réactions de nos concitoyens béninois que nous avons rencontrés dans la ville de Cotonou. Merci à Yasmine Damanta et Julie Singbo. On revient sur ce plateau et je voudrais bien donner la parole à M. Jacques Aguiadaro. Vous avez suivi les interventions de nos interlocuteurs, mais comment est-ce qu'on peut, déjà votre appréciation par rapport à leurs réactions? Je crois que c'est intéressant que ce soit des jeunes qui se soient exprimés. Donc, c'est plus ça suppose qu'il y a une prise de conscience de la situation. Et quand c'est comme ça, on a la faveur, n'est-ce pas, d'avoir plus de facilité à trouver une solution. Je crois qu'il y a une expression qui est sortie un peu dans les prises de parole, c'est la notion de compromis. Donc, c'est tout le jeu là. Il faut pouvoir faire le compromis. Et quand vous suivez un peu, et les jeunes pensent d'une manière ou d'une autre que c'est compliqué, mais c'est possible. La bonne vie est impossible, jusqu'à ce qu'on puisse penser même à une relation amoureuse qui peut venir là-dessus. Donc, il faut qu'on se dise que c'est un exercice comme la première union. Vous savez, même avant de retrouver votre mari, vous avez certainement connu un copain, un fiancé, tout et tout. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Ça ne constitue pas une situation extraordinaire, une situation impossible. Et notre passé, notre histoire, notre tradition africaine avait une manière de gérer ça. C'est pour ça que vous allez voir que dans certaines sociétés où on pratique encore le veuvage, tout et tout, on essaie d'éviter une recomposition en dehors, n'est-ce pas, de la famille. C'est toujours pour maintenir les enfants dans un état d'esprit, dans des repères sociaux suffisamment stabilisés pour éviter une crise de repères, une crise d'éducation, une crise de vie, une crise de trajectoire, une crise d'expérience, tout et tout. Mais ce n'était pas la bonne solution. À un moment donné, il fallait quand même donner une certaine liberté à la femme ou à l'homme de se remarier avec qui, puis c'est une question de sentiment d'abord. Donc, dans cette nouvelle expérience-là, c'est moins la grande famille qui joue au jeu de la maîtrise de la situation que les partenaires eux-mêmes. Et je pense encore une fois qu'on n'est pas forcément dans une société où on accepte spontanément la recomposition. Donc, du coup, et vous avez moins le soutien, n'est-ce pas, de la grande famille dans ce genre de situation. Mais lorsqu'on se rend compte que, bon, ça se passe très bien, tout reprend. Donc, c'est possible. Et il y a même beaucoup de couples quand même qui sont dans une situation de famille recomposée, mais avec qui tout va très bien, les enfants s'entendent très bien. Donc, ça dépend du compromis. Et pour finir là-dessus, ça dépend du compromis avec le passé, du compromis avec l'intérieur. Il faut que celui qui n'est plus là comprenne la nouvelle expérience et fasse avec. Monsieur Niquez, si vous permettez, vous aurez la parole tout à l'heure. C'est une émission, nous recevons des appels téléphoniques avec un spécialiste qui est déjà en ligne. Nous avons Maître Mesme Dagbemabou Djidonou, avocat au barreau béninois. Bonjour Maître. Bonjour monsieur. Vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons des familles recomposées. Est-ce que c'est toujours facile à gérer? Alors dites-nous, les enfants issus des unions précédentes ont-ils le même droit à l'héritage que les nouveaux enfants du nouveau couple? Merci bien. J'avoue qu'aujourd'hui, la législation ne prévoit aucun droit particulier à ces enfants-là.
sur les enfants comme tous les enfants. Oui. Mais dans le couple, dans la famille recomposée, ils n'ont pratiquement pas de droit, pas la part de cette famille recomposée. Maintenant, chaque enfant a des droits par rapport à son géniteur. Tout à fait, d'accord. Oui. Donc chaque enfant a des droits à l'héritage par rapport à son géniteur. Donc ça veut dire que si une femme vient dans un ménage avec ses enfants, les enfants ne doivent pas s'attendre à quelque chose venant de leur père, à moins que celui-ci décide lui-même d'une certaine bonté de cœur de leur offrir quelque chose. Est-ce que cela veut dire? Absolument. Et c'est une situation quand même particulière, vous savez. Quand vous prenez une épouse, une femme qui vient avec des enfants, vous l'élevez comme votre enfant. Mais le droit, à ce jour, n'a pas consacré la situation. S'il reste des enfants de l'autre part de leur père, si c'est l'enfant d'une femme, ou les enfants de leur mère, et mieux, et monsieur le journaliste, Oui. vous n'avez même pas un droit sur leur éducation. Ah bon? Ah oui. Je peux ça que vous décidez que l'enfant devient mécanicien. Et que son père nature dit, non, moi je veux que mon enfant soit menuisier. Qu'est-ce que vous faites? Donc vous n'avez que d'autre choix que de respecter ce que son géniteur veut de son enfant. Voilà, vous l'accompagnez l'enfant. Et je n'ai qu'un droit moral sur l'enfant que vous avez. Vous l'accompagnez dans son éducation, mais vous n'avez pas un droit sur la décision. Parce que lorsqu'il s'agit de décider de son enfant, ce sont ses géniteurs. D'accord. Son père et sa mère naturelle qui peuvent décider. D'accord. Alors, lorsqu'un parent, par exemple, le père ne supporte peut-être plus les caprices de l'enfant ou bien des enfants de la femme, les enfants qu'elle a amenés dans le nouveau ménage, est-ce qu'il peut demander que sa femme aille rester dans une autre maison, étant bien sûr toujours dans les liens du mariage avec lui? Non, quand ils sont dans les liens du mariage, le mari a l'obligation d'héberger son épouse, mais n'a pas l'obligation d'héberger les enfants de son épouse. Voyez-vous? Oui. Il a l'obligation d'héberger son épouse, il n'a pas l'obligation d'héberger les enfants de son épouse. Mais si entre-temps, l'homme a abandonné les enfants et que les enfants sont à la charge de la femme, les enfants vivent avec la femme, et ils se sont entendus que les enfants viennent dans le nouveau ménage et que, bon, ça ne passe pas très bien entre les enfants et le nouveau papa, vous ne pensez pas que demander à la femme de libérer ses enfants, c'est une manière de lui demander aussi de sortir du ménage? Vous avez bien dit, ils se sont entendus. Et quand ils ne s'entendent plus, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le problème. Ils se sont entendus pour les enfants viennent. Lorsque l'enfant n'y est plus, parce que par rapport peut-être au comportement de l'enfant qui est amené dans le ménage, il faut trouver une solution. C'est ça. C'est là le consensus. Le droit n'a pas prévu cette situation-là. D'accord. Parce que le père dans la famille recomposée n'a pas l'obligation d'héberger l'enfant issu de la famille. C'est d'autant que le père de cet enfant, le père naturel, le géniteur naturel, peut à tout moment réclamer son enfant. Sauf s'il y a une décision qui accorde l'autorité parentale à la mère ou en cas de séparation de corps, d'accord. le droit accorde à la mère. Donc, s'il y a une décision qui accorde l'autorité parentale à la maman, est-ce que le nouveau papa peut avoir un droit de décision sur la vie? Ça ne concerne pas un droit fondamental sur l'enfant. Mais la maman a le droit de s'opposer à ce que, je disais tantôt que si le géniteur naturel demandait à récupérer son enfant, on ne peut pas s'opposer à ça, sauf si c'est une décision qui lui a arraché l'autorité parentale. Ok. D'accord. Bon, il y a une solution naturelle, il y a une solution à une chose. C'était lorsque la famille recomposée aurait adopté cet enfant. Ok. À procédure de l'adoption. D'accord. Parce que cette famille a la faculté
le nouveau père, Oui. en griffe, ou la belle-mère, qu'on dit le beau-père, belle-mère, si en griffe, ils ont poussé ils ont pris par la procédure de l'adoption de l'enfant qui est amené dans le couple. D'accord. Là, ils peuvent acquérir une certaine autorité légale sur cet enfant. D'accord. Très bien. Merci, merci beaucoup, maître, pour ces éclaircissements que vous nous avez apportés ce matin. En fait, c'est une situation assez cocasse, parce que les législations n'ont pas su prendre des décisions par rapport à cette situation. D'accord. Parce qu'il y a séparation du corps, la famille est composée, il y a décès de l'un des parents, il peut y avoir aussi famille recomposée. La famille est recomposée à éduquer l'enfant. C'est un enfant qui a perdu son parent à 2 ans, à 3 ans, jusqu'à l'université. Quel est le droit de ces géniteurs qu'il a élevé, La loi n'a pas prévu. Il va falloir que la loi revoie, que les législateurs... Le législateur doit revoir. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas élever un enfant juste l'âge mature, jusqu'à 7 diplômes qui ne commence pas à travailler, qui vous dit, mais vous ne dois rien, vous n'êtes pas mon père. D'accord. Très bien. Donc le législateur doit revoir cela comme ça. Ok. Merci beaucoup, maître Mesme Dagbemabou Djidonou. Dodjinou, s'il vous plaît. Dodjinou. D'accord, Dodjinou. D'accord. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Oui. Alors, Monsieur Jacques Aguiadaro, nous avons écouté ensemble l'avocat qui a donné certaines précisions par rapport à la façon dont on aborde ces enfants ou ces familles recomposées dans la société sur le plan juridique. Et moi, je veux demander, si je viens dans une famille recomposée, je n'ai pas peut-être eu la chance de faire un nouvel enfant avec mon conjoint ou ma conjointe et qu'il n'y a que l'enfant que j'ai ramené de mon ancien ménage et que j'éduque l'enfant jusqu'à, comme on l'a dit à l'université, demain je ne peux même pas jouir des fruits de cet enfant-là. Non, ça dépend de comment vous vous êtes retrouvé et comment tu as accompagné cet enfant-là. Si tu l'as accompagné comme quelqu'un qui l'aide, c'est autre chose. Mais si tu lui as donné l'amour de père, si tu lui as donné un environnement affectif, une conscience, tout et tout, l'enfant, il est capable lui-même de faire un raisonnement et d'analyser. Vous savez, parfois, il y a des enfants qui arrivent très facilement à faire la nuance entre le géniteur et le papa qu'ils ont. Oui, mais là, ça devient comme une compensation, une gratitude de l'enfant. Ce n'est pas une gratitude, c'est le jeu de l'efficacité de l'éducation. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne faut pas être artificiel dans ce jeu-là, il faut le faire de façon très habile, de façon très naturelle, pour que l'enfant lui-même, plus il grandit, il ait les moyens, cette lucidité, n'est-ce pas, de retourner à chacun un peu ce qu'il doit. Vous savez qu'il y a des enfants qui ont vécu avec leurs géniteurs et c'est plutôt à l'oncle qu'ils doivent vraiment reconnaissance tout et tout dans leur vie. Donc, ça n'a rien à voir forcément avec la situation de la famille recomposée, mais c'est une question de comment on a géré un peu ces trajectoires, ces événements, son modèle éducatif. Vous savez, il y a des enfants qui sont plus tournés vers la tante que vers la maman, plus tournés vers l'oncle que vers le papa. Vous savez qu'il y a des enfants qui reconnaissent que eux, socialement parlant, leur papa, ce n'est pas le géniteur. Oui, mais selon les lois, selon la juridiction, vous n'avez rien à... Oui, c'est pour dire que la loi ne peut pas tout régler, ne peut pas tout encadrer. Il faut que les gens comprennent on vient de quelle société, quel est le registre dans lequel notre société fonctionne et travailler à ce que notre société ne fait pas souvent de lien entre le père biologique et le père social. Pas du tout. On est plutôt dans une société de relations, de liens sociaux et non de liens confectionnés sur du biologique. Et je pense que c'est sur cette fibre, c'est sur ce curseur qu'il faut mettre beaucoup l'accent. Si tu investis sur un enfant parce que tu en es le père biologique ou la mère biologique, c'est que c'est une fausse route que tu fais. Par contre, il faut investir sur un enfant pour mériter l'image de père, l'image de mère qu'il vous donne. Et quand il vous donne cette image-là, il ne cherche pas à voir si la loi vous donne un droit ou pas, mais de façon spontanée, il vous retourne ça. D'accord. Alors, Monsieur Lalaye, vous avez suivi également l'avocat que nous avons eu au téléphone. Il a dit des choses peut-être un peu sensibles. Un enfant qui n'est pas le vôtre, que vous acceptez sous votre toit, vous n'avez
pas un droit, même pas à l'éducation, même pas un droit de décision sur lui. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, le nouveau papa peut être, ou bien la nouvelle maman peut être vraiment enclin à l'éducation de cet enfant comme cela se doit? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, c'est les insuffisances de nos lois qu'il a reconnu, qui font que des gens arrivent à avoir ce genre de comportement. Mais en de pareilles circonstances, c'est vrai que mon frère et collègue, le sociologue l'a dit tout à l'heure, il faut quand même se surpasser. D'accord? L'éducation, la qualité de l'éducation qui est donnée à l'enfant, c'est indispensable. Ne pas considérer le fait que je n'ai pas de droit, je n'ai pas ceci, et que si l'enfant grandit, je ne dois pas m'attendre à quoi que ce soit. Savoir plutôt que nous éduquons un enfant, par conséquent, nous éduquons un peuple. Donc la qualité de l'enseignement, de l'éducation qu'on lui donne, fera que lui-même, le moment venu, il sera reconnaissant. Et même si la loi ne lui permet pas certaines... si la loi met des barrières, vous verrez que aisément il va surmonter les barrières. Comme il a dit, on a vu des enfants qui ont aidé ou bien ont été plus reconnaissants envers leurs tuteurs que leurs parents. Mais il y a un cas qui me fascine beaucoup, mais je veux dire qui me surprend beaucoup. Il y a des enfants qui n'acceptent pas autres parents, ou autres pères ou autres mères que leurs géniteurs. C'est-à-dire, peu importe l'amour que vous donnez à cet enfant en tant que belle-mère ou beau-père, ils n'acceptent pas de voir quelqu'un avec leur père ou leur mère autre que leur véritable mère ou véritable père. Bien, voilà que les conditions qui ne dépendent pas de lui ont amené les parents à se séparer. Alors, donc lui, dans ces conditions, il n'a pas de choix. Et c'est les parents toujours. Il faut écouter son enfant ou bien il faut écouter son cœur? Non, à ce niveau-là, il y a des susceptibilités, il y a des possibilités. D'accord? En de pareilles circonstances, premièrement, c'est que le couple, à la base, doit d'abord s'entendre et savoir ce qu'il faut faire. Quand on se marie, le juriste l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas pour... On a le devoir d'assumer certaines responsabilités par rapport à l'épouse. Vous êtes d'accord? Donc, si maintenant l'interférence de cet enfant va menacer ce couple, ils seront obligés de trouver une autre formule, puisque vous l'aviez dit que l'enfant refuse, il n'accepte rien d'autre. Et voilà que les conditions sont telles que la maman ne peut plus retourner vers ce père. Sinon, on a vu des cas où les enfants qui ont ce comportement ont permis des réconciliations. Mais entre-temps, c'est avant que la maman ne se remarie. Mais du moment où il y a un remariage, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà. Puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission, le temps vraiment est très vite passé. Alors, que faut-il faire aujourd'hui? Parce que lorsque ça ne marche pas votre première union, il faut bien essayer de refaire votre vie pour que tout se passe très bien. Quels sont les préalables et comment faut-il se comporter dans ces familles recomposées? Alors, moi, je voudrais dire 2-3 choses. Première chose, c'est qui est en recomposition. Il faut savoir que vous recomposez votre vie et vos enfants aussi recomposent leur vie. Donc, il n'y a pas à évoluer de façon séparée. Donc, il faut intégrer l'enfant comme faisant partie aussi de cette nouvelle aventure. Donc, même s'il a 1 an, 2 mois, 6 mois, 2 ans, il faut aussi réfléchir pour lui et après réfléchir pour soi-même. Ça, c'est très important. Et là, ça marche. Lorsque vous pensez qu'à votre cœur seul et que vous ne pensez pas, parce que il faut voir d'où je viens et où je vais, quelle serait la fracture, quelle serait vraiment la distance sociale, quelle serait la différence des origines, du modèle éducatif, de la religion, tout et tout, de l'histoire, tout et tout, et intégrer ça dans l'analyse, dans vos nouvelles décisions. Deuxième chose que je voulais dire, il faut se mettre à l'idée que nul n'a le droit, n'est-ce pas, de se retrouver dans une situation de victime toute la vie. Ce n'est pas possible. On est là pour vivre heureux, on est là pour vivre le bonheur. Ça veut dire que ce bonheur est possible dans la nouvelle famille. Et parce que c'est possible dans la nouvelle famille, il faut intégrer les nouvelles contraintes comme les contraintes qui font partie de l'existence humaine. Donc ça veut dire que on rentre dans la nouvelle famille, pas comme on est rentré dans la première. On rentre dans la nouvelle famille en sachant que tous les jours que Dieu fait, j'ai un surplus d'efforts à faire pour une intégration totale dans la famille.
communication totale dans la grande famille et que c'est une rupture de lien biologique ou de lien de famille n'est pas une rupture d'histoire. Ça veut dire que vous avez une histoire avec un précédent conjoint, votre enfant a une histoire avec un précédent conjoint. Il ne faut pas tuer ça, il ne faut pas museler ça, il faut entretenir ça. Donc, il faut savoir quitter pour entrer ailleurs. Donc, il ne faut pas quitter comme si plus rien ne peut nous emmener sur le passé. Absolument. Non. Donc, il faut intégrer ça dans la nouvelle. Et maintenant, pour finir, il faut demander conseil aux gens qui peuvent vous aider. Dans tous les cas, je dis encore une fois que nous sommes dans une société où la recomposition des familles fait partie de notre histoire. On a vécu avec des cousins, des oncles, tout et tout. Donc, tout le monde a le droit d'être heureux dans une famille. Merci beaucoup. Alors, Merci M. Nicaise Lalayet, très rapidement. Bien, par rapport, je vais rapidement commencer plutôt par où il a terminé. Et le conseil est primordial. Et même que ce soit le premier pas à faire. Et c'est là où, par exemple, dans la Bible, la Bible dit ceci. Confiez vos projets à l'Éternel et ils réussiront. Donc, c'est lui qui est le créateur. Déjà, si vous priez, même si vous êtes musulman, demandez à votre Dieu ce qu'il faut faire, parce que toutes les religions abordent le mariage. Ensuite, ne pas amener dans ce nouveau couple ces carcans passés, ou bien avoir en tête les erreurs que l'autre partenaire a eu à commettre, et penser que la même chose peut se répéter. Entrez dans ce nouveau, dans cette nouvelle union avec de l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous-même, vous avez le bon sens pour savoir que si je lui fais ceci, ça ne lui fera pas de bien. Par conséquent, je ne lui ferai pas. Et c'est à cette condition que, on peut aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Nicaise Lalayet. Je rappelle que vous êtes conseiller matrimonial. Merci d'avoir donné ces conseils sur ce plateau. Merci également au docteur Jacques Aguia Daho, sociologue. Merci d'être passé. C'était un plaisir. Merci. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci également à Maître Dodjinou, que nous avions eu au téléphone. Très bonne journée à vous.